Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire. Merci pour votre participation. Donc, aujourd'hui, dans ce webinaire Le Pont, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Nous allons parler du DPO, du Data Protection Officer, qui devient une fonction centrale au sein de l'entreprise. Alors, juste quelques consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, ce que je vous demanderai, c'est de bien vouloir couper vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interférence pendant le déroulé du webinaire. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions via la petite bulle de chat qui est en haut de votre écran si vous avez des questions tout au long de l'intervention de nos deux intervenants. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon webinaire. Et pour commencer, je vais laisser se présenter nos deux interlocuteurs du jour, donc Corinne Plourde et Louis-Marie Guérif. Et je commence avec Corinne. Corinne, tu as la parole. Merci Geoffroy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchantée que vous soyez là parmi nous. Donc, pour me présenter vraiment vite fait, résumé rapide, je suis docteur en informatique et j'ai comme expérience plus de 25 ans dans la formation en tant que formatrice et responsable pédagogique. Depuis 2017 maintenant, je me suis spécialisée dans la cybersécurité, qui était un sujet que je traitais en tant qu'étudiante, mais plutôt dans la partie, on va dire, inofficielle, dans le sens où je faisais un peu de hacking, mais du white, tranquille. Donc j'ai vu la sécurité dans l'autre sens. Et depuis, je me suis formée au RGPD, à la cybersécurité aussi. Et je suis devenue DPO certifiée en 2019 par l'AFNOR. Et je donne des formations sur ce sujet depuis maintenant 3 ans. Et je suis le lead programme éditeur de ce nouveau programme avec Le Pont. Voilà. Merci Corinne. Et nous avons également Louis-Marie Guérif de chez AT Internet. Donc je vais le laisser se présenter en quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir et puis ravi de pouvoir faire un retour d'expérience et répondre à toutes vos questions. Donc effectivement, DPO d'AT Internet depuis 3 ans et puis tout récemment DPO aussi du groupe Piano. Voilà, c'est dans le monde du numérique des solutions. Actualité chaude aussi sur la partie mesure d'audience et analytics. Donc voilà, des solutions dont une brique analytics avec AT Internet pour les plateformes qui souhaitent connaître leur audience et puis voilà, échanger avec elles sur la partie digital marketing. Donc ça fait 3 ans que je fais ce métier-là. Moi, je ne suis pas un DPO issu du droit, je suis issu du métier du consulting. Voilà, donc orienté produits et plateformes. Et voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis chez AT Internet et je fais ça en parallèle d'autres activités sur la partie projet ou RSE également. Voilà, donc on aura tout à l'heure votre témoignage, Louis-Marie, de DPO et on saura ce que vous faites au quotidien et des compétences que vous mettez en œuvre pour mener à bien votre mission. Pour commencer, en quelques mots, pour un petit rappel, pour vous redire qui est Le Pont. Donc, Le Pont, c'est le leader de l'éducation à la data et à l'IA. Nous proposons aux particuliers et aux entreprises des parcours de formation data et IA pour accélérer la montée en compétences des collaborateurs de ces entreprises. Nous avons également des parcours de reconversion professionnelle. Ça fait 20 ans que nous existons avec plus de 100 000 personnes formées, 150 clients dans le monde, présents en France et aux États-Unis, avec une expertise pédagogique ancrée, les innovations à EdTech et un partenariat avec l'Université de Berkeley en Californie qui assure l'excellence des contenus que nous dispensons au travers de nos formations. Alors, la sécurité et la protection des données en entreprise. Alors, c'est quelque chose que je ne vais pas vous apprendre, mais c'est devenu, depuis ces dernières années, un enjeu stratégique. Un enjeu stratégique à plusieurs niveaux. En effet, la crise sanitaire que nous connaissons maintenant depuis presque 2 ans a accéléré un petit peu les choses, et notamment au niveau des cyberattaques,
des cyberattaques qui se sont multipliées par 4 en 2020 par rapport à 2019. Hein. C'est un constat fait par l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information dans une étude de 2021. Elle a explicité vraiment le fait que la crise du Covid avec la numérisation croissante et le recours à des services à distance avait entraîné justement et favorisé le développement des cyberattaques. Pour preuve, le site mis en place par le gouvernement français, cybermalveillance.gouv.fr, a été consulté, a connu un trafic plus important de 155% en 2020 par rapport à 2019, avec plus de 10 000 entreprises qui ont souhaité avoir des conseils sur des problèmes liés à la sécurité des données notamment et à la data privacy. Et l'ANSSI a également constaté que les attaques de sites d'entreprise en 2020 ont fait un bond, puisqu'elles sont au nombre de 192 contre 54 en 2019. Donc, d'un point de vue français, on constate que comment dirais-je, la sécurité des données est vraiment un enjeu de taille pour chaque entreprise, au niveau français certes, mais aussi au niveau mondial, au niveau global. Là, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises qui ont connu les pires cyberattaques en 2020, qu'il s'agisse de ransomware, qu'il s'agisse de vol de données, qu'il s'agisse de déni de service, c'est-à-dire pour faire tomber les serveurs, notamment pour l'APHP, hein, qui a au plus fort de la crise Covid, qui a connu, il y a eu un problème dramatique de serveurs indisponibles, ou encore Google, qui a connu la plus grande attaque déni de service de l'histoire du monde informatique. Voilà, donc, et ça, c'est des exemples qui ont été collectés par l'Université du Maryland aux États-Unis. Donc, on voit que chaque entreprise et chaque, je dirais, organisation, hein, qu'elle soit publique ou privée, est confrontée à ce problème de sécurité et de protection des données. Face à cette situation, il y a une fonction centrale qui s'est développée depuis plusieurs années, et notamment avec une accélération, hein, Corinne et Louis-Marie, bien sûr vous m'arrêtez, hein, si vous me corrigez si besoin, avec cette apparition du DPO, du délégué aux données personnelles, qui est devenu un personnage central de l'entreprise. C'est une fonction centrale, mais c'est aussi une fonction qui est devenue obligatoire pour la plupart des entreprises. Alors, ce DPO, c'est vraiment, comme c'est indiqué sur le slide, un sachant pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit posséder un certain nombre de compétences, qu'elles soient techniques, opérationnelles ou juridiques, qui vont lui permettre non seulement de faire face à des situations, mais bien sûr de les anticiper. On verra que jusqu'à présent, la partie juridique était beaucoup mise en avant, mais au-delà, le DPO doit aussi se saisir de problématiques techniques. Donc ça, c'est vraiment peut-être que Louis-Marie pourra évoquer cela dans son témoignage. Ce DPO, c'est également un chef d'orchestre, hein, donc qui va superviser les actions pour protéger les données et la data privacy. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va, c'est un pilote dans l'entreprise qui va mener ses actions et qui va permettre à l'entreprise de faire face à d'éventuels problèmes liés justement aux données. Et enfin, le DPO, mais là je pense que Corinne ira plus avant dans la description de ce qu'est et ce que fait ce DPO, c'est aussi un communicant, c'est-à-dire qu'il doit aussi porter, je dirais, la bonne parole en interne et répondre aux questions des collaborateurs. Il a un peu une bibliothèque d'informations sur tout ce qui concerne la préservation et la sécurité des données. Voilà. Alors, il faut savoir, ça c'est un chiffre qui émane du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. En 2021, il est apparu que le nombre de délégués à la protection des données a fait un bond
entre 2019, vous voyez, ils étaient de 11 000, ils sont 21 000 en 2020. Donc, il y a une vraie prise de conscience aussi, au-delà du fait que le DPO soit obligatoire dans la plupart des entreprises. Il y a aussi une prise de conscience des entreprises sur l'importance d'avoir un DPO en interne ou externalisé d'ailleurs, hein, puisqu'il y a plusieurs catégories de DPO. Donc, c'est vraiment un mouvement, je dirais, pas une lame de fond, mais en tout cas un mouvement, une dynamique qui est en marche. Et donc, c'est une fonction qui prend de plus en plus d'importance. Alors, quel rôle pour quel impact? Les DPO, le rapport, l'étude du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion de 2021 indique que 89% des DPO qui ont été interrogés considèrent cette fonction comme un métier à part entière. Et là, ça rejoint aussi ce que pense l'entreprise et les COMEX, hein, qui ont intégré le fait que ces DPO étaient des parties essentielles de l'entreprise. Donc, ce DPO, il va devoir occuper une fonction très spécifique. Donc, comme je disais, avec des compétences qui sont les siennes et qui sont à la fois opérationnelles, techniques et juridiques. Et donc, il est important que ces DPO possèdent justement toutes les bonnes compétences et puissent se former, et ça on y reviendra un petit peu plus tard, sur ces différentes compétences pour mener à bien ces missions au jour le jour. Et justement, je vais proposer tout de suite à Louis-Marie de prendre la parole, de prendre le contrôle de la présentation pour nous expliquer un petit peu aussi ce qu'il fait au jour le jour et comment il envisage le métier de DPO au sein de ses équipes. Voilà, Louis-Marie, je vous laisse la parole. Merci. Donc effectivement, en phase avec tout ce qui s'est dit hein, sur la montée en charge du nombre de DPO et la prise de conscience dans les diverses organisations que c'est un rôle qui va être nécessaire, voire crucial. Et c'est intéressant, là, le titre commence un peu à dater, effectivement. Même pour moi, je vais essayer de faire un retour d'expérience voilà, me concernant. N'hésitez surtout pas à lever la main, poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau si besoin ou à la fin de ma partie. Mais voilà, même chez nous, la notion de respect de la vie privée et la protection des données, c'est quelque chose de très important. On est sur le secteur de la mesure d'audience d'analytics depuis 25 ans, dans le cadre de la loi informatique et liberté, etc. Donc, il y a des choses qui sont là. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu un rôle par défaut, rajouté à quelqu'un parce qu'il fallait le faire, entre guillemets, à la sortie du RGPD. Et au fil de l'eau, on se rend compte que ça peut avoir un intérêt que ce poste-là ait effectivement une place à part entière dans la société. Et si aujourd'hui je devais remettre un peu les choses dans l'ordre, c'est plutôt DPO d'abord et après des attributions annexes. Ce n'était pas le cas au début, mais aujourd'hui c'est vraiment ça. Donc voilà, AT Internet maintenant fait partie d'un groupe un peu plus large, comme je l'expliquais tout à l'heure. N'hésitez pas s'il y a des questions sur voilà, les aspects métiers. Ce qui va être intéressant là, c'est de regarder, en tout cas moi je vous partage ce que j'entends derrière la notion de protection des données au sens large, et je pense que c'est important d'avoir un peu cette distinction, ou en tout cas nous on s'est organisé comme ça et on voit les choses comme ça, avec deux expertises qui sont fondamentales pour gérer proprement la notion de protection des données. Une expertise appelée dans le jargon commun la privacy. Parfois, il y a un peu un amalgame qui est fait avec la notion de data protection et de privacy. Moi, je vois vraiment la data protection avec privacy et la sécurité. Les deux sont importants. Derrière la notion de voilà, privacy, il y a peut-être plus des choses qui sont attraits voilà, au réglementaire, au juridique, peut-être plus de notions de mesures organisationnelles que techniques, même s'il y a des notions de mesures organisationnelles aussi sur la partie sécurité. Mais voilà, c'est comment on définit les données à caractère personnel, quel type de données on collecte, définir la licéité des traitements. Enfin voilà, c'est les process de réponse aux droits des personnes, etc., etc. Tout ça, tout ce qu'on va mettre dans le DPA, le Data Processing Agreement, l'accord de traitement de données, et toute la conformité, la gestion de la conformité documentaire.
et plus sur cette partie-là. Voilà. Et après, en complément, hein, il y a beaucoup de mesures techniques sur la partie sécurité, comment j'encrypte et que je protège mes données dès la collecte sur les protocoles web classiques, comment je chiffre mes données au sein de mes bases de données, comment je gère mes rôles d'accès au sein de l'entreprise pour être sûr que les bonnes personnes dans mon organisation accèdent ou pas à la donnée personnelle des clients. Tout ce qu'on aura défini comme mesures additionnelles potentiellement sur tout ce qui est pseudonymisation, anonymisation, les protocoles, les processus d'anonymisation, il y en a plusieurs. On peut anonymiser en tronquant une partie des informations, en masquant, enfin, il y a plein de choses, en hachant les données, etc. etc. Tout ce qui est voilà, gestion des traces aussi, pour garder la trace de ce qui s'est passé et potentiellement pouvoir faire de la réaction derrière. Voilà, tout ce qui est lié aux notions fondamentales de confidentialité, d'intégrité, voilà, c'est plus cette expertise-là. Et chez AT Internet et dans le groupe Piano, voilà, on a vraiment des personnes, principalement le service juridique et le DPO en ma personne, sur la partie privacy, et un pôle et des experts et des ingénieurs sécurité, mais on travaille de concert pour que tout ça, ça fonctionne bien, et c'est bien le DPO qui vient chapeauter tout ça. Moi, le partage d'expérience que je voulais faire, peut-être un des points les plus importants après pour que le DPO il puisse faire proprement son travail, c'est ce que j'appelle ici la légitimité du DPO et par qui et comment il va être désigné. Alors par qui, généralement, c'est voilà, c'est le responsable de traitement au sens personne morale, hein, c'est le DG de la société, mais c'est important au moment de lancer les chantiers ou en cours, enfin si ça change, qu'il y ait vraiment une communication interne pour que les gens, les parties prenantes de l'entreprise soient au courant qui est cette personne-là, pas pour les embêter, mais pour les aider et les accompagner à faire bien leur travail, même si souvent, peut-être que vous l'avez déjà rencontré dans vos organisations, le DPO est parfois perçu comme un peu l'empêcheur de tourner en rond, mais ça fera partie un peu des tips que je peux proposer après aussi. Il y a quand même beaucoup de choses où on peut transformer des contraintes en opportunités, mais voilà, il faut que ça passe par une certaine légitimité en amont pour que ça facilite le travail après en aval. Louis-Marie, excuse-moi de te couper. Il y a un petit carré, je pense que ça vient de ton écran, sur tes slides. Ah oui, effectivement, je le vois aussi, je pense. Ça nous gêne pour la lecture. Mais je sais honnêtement pas d'où ça vient. J'essaie de changer. Hop. C'est soit sur toi, soit sur Geoffroy. Je pense que c'est chez Geoffroy. Non, parce que j'ai le contrôle. Moi, j'ai que le contrôle de son écran. C'est pas mon écran. D'accord. Donc peut-être c'est Est-ce que Geoffroy, c'est le mini encart je pense. Visuel, le retour de Teams. Je sais pas ça nous empêche un peu de voir la slide en entier, c'est tout. Ouais. Je l'ai également. Même si je connais les slides que j'ai construits. Je vais essayer de régler le problème. Je vois ça avec notre expert informatique. Désolée, Louis-Marie, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Il faut que, effectivement, ça peut faciliter. Du coup, donc collaboration directe avec la direction, ça c'est important aussi pour que le DPO il s'inspire de lignes directrices et de stratégies d'entreprise. Si le DPO il est là et qu'il ne connaît pas la direction générale d'où va l'entreprise et les grandes lignes directrices, ça n'a pas trop de sens. Et après, le DPO aussi doit être en capacité à pouvoir remonter des problèmes. Voilà, il faut qu'il y ait un échange avec la direction. Merci, c'est bon, on ne voit plus l'encart, donc c'est parfait. Donc ça c'est très important, la proximité avec la direction. Peut-être que Corinne reviendra sur attention justement aussi au type de DPO et au poste pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt dans le choix du DPO. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une proximité, que le DPO ait accès et discute avec le comité de direction, le comité exécutif, etc. Nous concernant, comme je l'ai indiqué, le DPO, il est vraiment chef d'orchestre. Il y a une étroite collaboration avec les services juridiques, surtout pour ma part, parce que je n'ai pas de background juridique, même si à force d'échanges et à force de traiter les sujets, on monte en compétences, mais je ne suis pas juriste de formation. Donc voilà, c'est vraiment au quotidien des échanges avec les juristes, et puis sur la partie sécurité, quand il y a besoin de mettre en place des choses spécifiques, il y a des task force qui se montent avec les équipes sécurité pour mettre en place les mesures techniques qu'on a convenues. Et moi, ce que je trouve très riche comme métier, quand même, c'est probablement aussi le cas,
en fonction du type d'entreprise que vous représentez, la donnée personnelle, elle est dissimulée partout au sein de l'organisation, et donc du coup, le DPO il va être dans l'obligation, j'ai envie de dire, de discuter et d'échanger avec tous les départements de l'entreprise. Donc chez nous, ça va être voilà, le service technique, quand il va falloir mettre en place les purges de données, ou quand il va falloir mettre en place des mécanismes d'anonymisation sur les données qu'on collecte sur les plateformes digitales de nos clients, bah, ça va être avec le service technique. Le marketing, il y a la mise en conformité des sites, enfin, je veux dire des sites de la société, hein, des sites corporate, etc. Aussi pour accompagner quand on fait de la communication autour des sujets privacy, pas forcément voilà, être sûr qu'on ne dise pas n'importe quoi, accompagner les équipes d'avant-vente et vente pour voilà, discuter avec les prospects et les clients sur ces sujets privacy, comment on répond aux exigences de conformité. La partie consulting, le support, pareil, comment on configure un outil, etc. La partie ressources humaines pour la partie processus. Voilà. Donc, il y a tout ce volet-là de formation et de sensibilisation des salariés. Puis, il y a les échanges avec les clients en direct aussi. Nous, le DPO, je pense que c'est intéressant, en tout cas enrichissant. Moi, je vois ça comme ça, de pouvoir échanger directement avec les clients, de ne pas forcément être le DPO caché au fond de la classe qui remplit des fichiers Excel et des documents de conformité, mais qui aille un peu se confronter à la réalité du terrain pour voir, voilà, il y a des choses, on va dire, obligatoires dans la conformité, mais c'est un peu la beauté aussi du sujet, comme c'est quelque chose de technico-juridique, il y a beaucoup aussi d'échanges sur les interprétations, sur les compromis, c'est une gestion du risque, hein, clairement, la protection des données personnelles, donc dans ce risk management, échanger avec les clients, ça permet des fois de voilà, trouver des compromis. Et nous, ce qu'on a mis en place chez nous, c'est une sorte de hub privacy, hein, un data protection office, où en gros, une fois qu'on a fait quand même la phase de formation nécessaire à toutes les parties prenantes de l'entreprise, tous les départements, qui ont un peu maintenant des réflexes de savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle, quand est-ce que je dois faire attention quand je définis un nouveau traitement, quand je développe un nouveau produit informatique, et à quoi je dois faire attention. Et si je n'ai pas toutes les réponses, j'ai la carte, je vais solliciter le DPO, l'équipe privacy, et puis on regarde ensemble s'il faut faire des choses. Et comme ça, on assure un privacy by design assez continu. Voilà comment c'est organisé, en tout cas chez nous. Donc sur la slide suivante, voilà, c'est un peu partager les petits conseils, comme si j'ai quelque chose à apporter éventuellement aujourd'hui, c'est de pas rester seul en tant que DPO, hein, vraiment essayer de trouver tous les moyens et recours pour échanger en interne ou en externe. Voilà, le DPO qui sait tout sur tout, franchement, je le connais pas. Il y a besoin de challenger tout le temps les idées. On a des avis, parfois des opinions. Et moi, je trouve ça très intéressant de les confronter avec d'autres pour être sûr que, voilà, encore une fois, ça fasse. Parfois, il y a des compromis, parfois, il y a des consensus aussi à trouver et qu'on avance tous ensemble sur cette gestion du risque et la conformité. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, et honnêtement, si on revient 4-5 ans en arrière, chez AT Internet, en tout cas, beaucoup des parties prenantes de l'entreprise, encore une fois, voyaient vraiment la partie protection des données et privacy comme exclusivement une contrainte. Et quand on commence à montrer qu'il y a des réelles opportunités, en tout cas sur la partie informatique, sur les produits, de montrer que quand on va appliquer des principes de minimisation, hein, voilà ce que je mets après, les principes de minimisation, que ce soit au niveau collecte de données, au niveau stockage, on se rend compte que moins on va collecter de données, plus l'outil va être performant pour les utilisateurs, plus il va être simple d'utilisation, on ne va pas se noyer dans une masse de données collectées. Au niveau des coûts de stockage, voilà, même si d'un point de vue purement technologique, les coûts de stockage ont tendance drastiquement à diminuer d'année en année. Et au final, plus on collecte de données, c'est un peu comme la partie carbone, hein, même si on est de plus en plus efficace, si on consomme plus, on émet plus de CO2. C'est la même chose sur la partie stockage de données, notion de big data et autres, même si le stockage est beaucoup plus efficace et de moins en moins cher. Si on stocke plus, il y a des coûts, et dès qu'on va parler un peu euro et pépette à la direction en disant qu'on va pouvoir faire des économies grâce à la protection des données, généralement ça a un impact et ça facilite le travail. Pareil sur la partie impact carbone avec le fait de
de mutualiser ça et de montrer que sur la partie RSE, les principes de minimisation qui sont chers à la protection des données personnelles, ça peut avoir des avantages aussi. Et du coup, comment, moi en tout cas, je me tiens le plus à jour possible. J'ai essayé de dégager trois grands blocs. Il y a les formations certifiantes. C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué aussi, mais j'ai suivi la formation avec Corinne il y a quelques temps pour être certifié DPO AFNOR, donc référentiel CNIL en France. Pareil en Allemagne, on a une filiale en Allemagne, il y a des chambres de commerce et d'industrie qui forment des DPO et certifient des DPO, par exemple en Allemagne. Il y a plein de choses. Je vous ai listé ici la International Association of Privacy Professionals, l'IAPP, où il y a des modules de certification aussi, le PON comme on voit aujourd'hui. Enfin, il y en a plein en fonction des besoins. Il y a tout ce qui est formation en ligne. Alors, le MOOC CNIL, il est en cours de révision, donc il est plus disponible. Là, je vais aller voir ça. Moi, j'avais commencé le vieux, ils sont en train de le mettre à jour. Et bon, il n'y a pas de... J'ai écouté un webinaire CNIL il n'y a pas longtemps ils ne s'engageaient pas sur une date de sortie, mais ils sont en train de revoir ce MOOC avec des nouveaux modules spécifiques à des industries, à la santé, etc. Donc, on est dans l'attente de... En tout cas, ça existe. On peut se former en ligne. Et puis voilà, tout ce qui est... C'est quand même important, toute la partie veille. Il y a pas mal de... Alors peut-être que vos entreprises sont déjà adhérentes à des associations type la FCDP en France. Donc il y a l'IAPP aussi, qui est une association où il y a pas mal d'informations qui circulent. LinkedIn, en fonction de certaines personnes qui partagent pas mal d'infos. Et puis voilà, échanger globalement avec ses pairs, avec les autres DPO pour être toujours à jour. Voilà, me concernant, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je serais ravi d'y répondre, de challenger des idées. On verra peut-être les questions à la fin de tout, peut-être. Ça marche. Merci Louis-Marie. Geoffroy, tu reprends la main. Excusez-moi, j'ai juste un petit souci d'écran. Je repartage tout de suite. J'ai cru que tu n'étais pas plus là. Si, j'étais tout à fait là, mais je n'arrivais plus à accéder à mon micro. Donc, d'accord. Et voilà, tout va bien. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup de continuer sur la partie formation et sur l'importance qu'évoquait justement Louis-Marie, sur l'importance de se former et de garder à jour ses compétences. Et donc, je vais laisser la parole du coup à Corinne, qui va vous faire une petite main sur les slides, ça te va? Comment tu disais? Tu peux passer les slides pour moi, ça te dérange pas? Bien sûr, avec plaisir. Ok, ça marche. Donc, je t'en prie, Corinne, là, tu as la parole. Alors, peut-être que je vais juste, avant de te donner la parole, je suis peut-être un peu précipité, juste pour parler justement de ces compétences. Un autre chiffre intéressant que révèle donc ce rapport de 2021 du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion sur le métier de DPO, c'est que 44% des DPO interrogés estiment qu'ils ont des difficultés importantes dans la maîtrise du RGPD. Qui sont soit des difficultés liées à la mise en œuvre, soit des difficultés liées à la compréhension, je dirais, exhaustive de ce règlement. Donc, d'où l'importance de la formation. Et en matière de formation, ce qu'on peut constater, c'est que la demande de formation des DPO, elle concerne grosso modo deux champs, enfin deux périmètres. La connaissance du domaine de la sécurité informatique, donc le chiffrement, l'authentification, la traçabilité, et également la connaissance des systèmes d'information, que ce soit les bases de données, le cloud, les cookies. Enfin voilà, donc il y a une vraie demande de formation des DPO qui, comme le soulignait Louis-Marie, et ce que pourra confirmer sans doute Corinne, c'est que certains DPO arrivent à la fonction de DPO sans être forcément suffisamment préparés à la tâche qui leur incombe. Donc, il est vraiment important qu'ils puissent se former pour être sereins dans la mission qui leur est confiée au sein de leur organisation. Voilà. Et donc, du coup, je vais laisser Corinne nous parler de ce nouveau parcours de formation DPO et référent RGPD
le pont donc que Corinne a pu construire avec nous. Il y a, enfin voilà, donc on vous présente aujourd'hui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un cursus qui a été pensé donc, par rapport à tous les constats qu'on a pu vous présenter au préalable. Et le premier constat important, c'est que dans les entreprises, il y a effectivement les DPO, mais il y a aussi des référents RGPD. Il ne faut pas les oublier. Souvent, ce sont des personnes qui vont aider le DPO à faire son métier correctement. Et ces personnes-là, on va dire, les super former par rapport à la sensibilisation qu'on peut donner à tous les collaborateurs. Donc, on a prévu un cursus qui est valable pour à la fois la fonction de DPO officielle et aussi la fonction, on va dire, DPO non officielle, qu'on appelle référent RGPD. Et il ne faut pas les oublier, c'est plutôt très important de les mettre en place, enfin de les aider aussi à avoir des compétences. On a construit ce parcours en 4 blocs de compétences qui se suivent. La partie, les principes de la data privacy et le premier. Ensuite, conseiller, accompagner, sensibiliser l'entreprise. Répondre aux questions aux collaborateurs. Donc ça, c'est une partie très importante, évidemment, et je vous raconterai pourquoi. Et contrôler la conformité réglementaire. Donc là, c'est faire vivre le système. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre en conformité une entreprise, comme le disait très bien Louis-Marie, n'est pas un one-shot, mais quelque chose qui vit au jour le jour, comme toute conformité, je dirais, comme la qualité, comme l'ISO 27001, comme tout ce qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise. Sinon, elle ne sert à rien. Hein. Si c'est du one-shot, ça y est, je suis en conformité, je ne fais plus rien, ça ne marche pas. Et donc, il faut apprendre aussi à contrôler sa conformité et à la mettre à jour. Et donc, à appliquer ce qu'on appelle la route des mines, hein, donc l'amélioration continue dans ce processus. Voilà. Je veux bien que tu passes à la suivante. Merci. Donc, on va voir donc le premier bloc de compétences, à intégrer les principes de la data privacy. Alors, ce qui est original dans ce cursus par rapport à tous les cursus qu'on peut trouver en France aujourd'hui, c'est qu'on va s'attacher aussi à avoir une vue d'ensemble, que ce soit la data privacy en Europe, avec bien sûr le RGPD et les autres, et nos lois françaises. Et puis, s'attacher aussi à voir ce qui se passe dans les autres pays par rapport, évidemment, à nos problèmes de transfert de données à caractère personnel hors UE. Donc, on aura une vision des lois américaines sur la protection de la vie privée, ainsi que des lois chinoises et russes, enfin tout ce qui se passe là-bas, les réglementations. Pareil pour le Canada, le Japon, le Brésil, et bien avoir des exemples d'extraterritorialité et de transfert de données. Et sur ces sujets-là qui sont plus juridiques, on va dire, que IT, on fera participer des témoignages d'avocats d'affaires qui sont habitués à travailler sur justement ces transferts de données hors UE et de voir un peu les jurisprudences, un peu ce qui se passe dans ces cas-là. Évidemment, quand on regarde la CNIL par rapport aux États-Unis et par exemple le Privacy Shield qui a sauté, la CNIL dit en fait le meilleur moyen de ne pas avoir de problème, c'est de transférer aucune donnée aux États-Unis, ce qui est impossible aujourd'hui. Avec les outils d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, c'est pas si simple que ça, et puis c'est sûrement pas la solution. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble par rapport à toutes ces réglementations pour qu'on puisse faire les bons choix et justement bien faire une évaluation des risques, justement, comme Louis-Marie le disait. C'est très juste, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met là-bas, et hors UE, je dirais, et comment on protège ces données. Merci, Geoffroy. Le deuxième bloc, lui, c'est un bloc plus en interne. Donc, comment je fais le rôle de pilote de la conformité en interne de l'entreprise, comment je tiens un jour le registre de traitement des données, comment je gère les risques. Alors, évidemment, dans les fonctions du DPO, le RGPD dit bien que ce n'est pas le DPO qui sera responsable
des gestions d'impact, enfin la gestion des risques et de l'analyse des impacts, mais il doit savoir conseiller la direction par rapport à est-ce qu'on doit faire une analyse d'impact ou pas, etc. Donc il faut qu'il ait des notions des risques de cette gestion-là, même s'il n'a pas forcément les compétences derrière pour IT, par exemple, numérique et sécurité, pour pouvoir la faire lui-même. Mais il faut qu'il ait quand même ses compétences et il doit aussi vérifier l'application des mesures du privacy by design et du privacy by default. Donc voilà. Et bien sûr, communiquer, hein, c'est ce que disait Louis-Marie aussi. Je rebondis sur ton exemple, mais effectivement, si on ne communique pas en interne, si on ne parle pas aux gens, déjà, la communication même, on va dire, informelle, elle n'est pas forcément formelle, mais même informelle, permet d'avoir beaucoup de renseignements sur les données à caractère personnel qui sont traitées et qui ne sont pas forcément données comme ça par une réunion. Donc, c'est bien. Et puis, il y a des changements qui se passent dans les services et puis on n'est pas forcément au courant. Donc, il faut apprendre à communiquer aussi avec l'entreprise. Et évidemment, il faut être soutenu par la direction. Donc ça, c'est important. Et donc, il faut bien trouver sa place en tant que DPO ou de référent RGPD. Je te remercie. Donc, le troisième bloc de compétences, c'est bien sûr la réponse aux questions des collaborateurs et la réponse aux questions des personnes concernées, hein, pas que forcément des collaborateurs. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des processus qui fonctionnent en interne pour pouvoir remplir, on va dire, les deux piliers, enfin il y en a trois, mais donc deux des trois piliers du RGPD, c'est-à-dire la transparence et la loyauté. Donc, je dis ce que je fais ce que je dis. Et donc, il faut savoir mettre ça en place en interne pour que ça marche. L'anecdote que je raconte souvent, c'est que j'étais dans un train pour aller à Maubeuge, bon, peu importe, et j'entendais quelqu'un qui parlait de son métier de DPO. Alors, j'étais toute oui. Et, bon, apparemment, il était DPO d'une grosse boîte. Je dirais pas qui, je me tais. Et il me disait, j'ai un super métier, j'adore ce que je fais, etc. Mais il y a juste un truc où ça va pas. Et donc, son interlocutrice lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je n'arrive jamais à répondre en temps et en heure aux demandes des personnes concernées sur leurs droits et sur leurs données à caractère personnel. Et pourtant, c'est une énorme boîte, hein, je vous assure, c'est une très grosse boîte. Et parce qu'il n'avait jamais ces demandes en temps et en heure déjà. Donc, le RGPD dit qu'il faut répondre dans le mois. Bon, on peut avoir bien sûr plus un laps de temps plus large en cas de grosses problématiques de récupération de données. Mais ça m'a étonnée parce que je pensais qu'il aurait eu en moins en interne tous les outils et tous les process pour pouvoir le faire correctement. Et c'est pas si évident que ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le DPO doit mettre en place lui-même. Sinon, ça ne marche pas. Je te remercie. Et le quatrième donc volet, bloc de compétences du parcours, c'est bien sûr tout ce qui est audit et la partie audit, donc la partie de comment le DPO peut mettre en place des audits en interne pour vérifier sa conformité, quels sont les processus en interne qu'il doit vérifier. Et puis toute la partie évidemment violation de données et gestion de crise. Le DPO est un pilier dans la gestion de crise. Et quelle que soit la crise d'ailleurs, si c'est une crise cyber, par exemple, un ransomware qui se met en place, il faut que le DPO ait sa place dans la cellule de crise. Si la direction ne pense pas au DPO, c'est qu'il y a un vrai problème. Parce qu'un ransomware, c'est un problème donc, de sécurité de la donnée. Et ça veut dire, par exemple, que des données à caractère personnel pourraient être cryptées, donc devenir indisponibles. Donc, c'est une violation de données. Donc, il faut faire très attention à bien aussi avoir en tête que le DPO a aussi sa place à ce moment-là et doit aussi avoir des moyens de gérer ça comme le reste de la cellule de crise. Voilà. Donc, pour résumer, 4 blocs de compétences différents, complémentaires, qui amènent à ce parcours résumé dans la slide. Bon, ça, c'est les prérequis, effectivement. Et bon, ça,
enfin, je ne sais pas si on a des choses à dire sur la Non, prérequis. non, c'est juste pour indiquer, pour intégrer, si vous souhaitez intégrer ce parcours, hein, on a essayé de faire un profil type, en fait, de personnes pouvant intégrer le parcours, même s'il est ouvert assez largement, hein, à toutes les personnes qui s'occupent des problématiques RGPD et des problématiques de données personnelles. Voilà, donc ça, de toute façon, la présentation sera partagée. Donc, je pense qu'on peut passer sur ces prérequis. Peut-être revenir un peu plus sur la partie pratique de la formation, comment est-ce qu'elle va se dérouler. Alors, Corinne, est-ce que tu veux que je garde la main là-dessus ou tu veux peut-être… Je voulais juste expliquer la première ligne, après je te laisse si tu veux. La partie 8 jours en distanciel ou en présentiel quand ça ira mieux. Évidemment, ça sera possible. On est différent là aussi par rapport au nombre de jours parce que, comme je l'ai expliqué, sur le bloc 1 de compétences, on voit un peu plus large que le RGPD. On va aussi étudier tout ce qui se passe dans les autres pays hors UE, entre autres. Et donc, on a un cursus un peu plus long que ce qu'on peut voir et ce qui est obligatoire, par exemple, pour les certifications des PO dont la CNIL a lancé le référentiel et par exemple, la PAV, la FNOR donne la certification. Il préconise 5 jours de formation seulement pour pouvoir passer cette certif. Ici, vous en aurez 8, donc avec cette notion beaucoup plus large sur la data privacy. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Très bien. Et une formation qui se veut vraiment pratique, hein, c'est ce que tu soulignais, oui. Corinne, oui, avec des cas d'usage et justement pour plonger, je dirais, dans la peau d'un DPO, même si certains d'entre vous sont déjà des PO, c'est pour aller plus en profondeur dans justement ces tâches quotidiennes et ce côté très pratique. Voilà. Et pour vous signaler donc que cette formation donne une certification en fin de parcours, une certification délivrée par le Pont. Donc voilà pour la présentation de ce parcours. Vous retrouverez, je vous ferai passer par mail le lien vers une page qui présente l'ensemble du programme. Alors ce nouveau programme qui est lancé donc, le 14 février prochain, la première session de 8 jours, donc ça débute le 14 février, du 14 au 23 février. Donc bien sûr, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante. Et donc, nous allons profiter de la présence de nos intervenants pour prendre vos questions. Si vous avez des questions, alors si vous n'êtes pas timide, vous pouvez ouvrir votre micro en levant la main et poser votre question. Et si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez poser votre question dans le chat. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous en prie. Donc, nos intervenants vous écoutent. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté, que ce soit le programme lui-même ou la partie retour d'expérience présentée par Louis-Marie? N'hésitez pas. Non, apparemment, tout semble très clair. Ah, alors attendez. Ah, alors Yasmina a une question. Donc Yasmina, si vous souhaitez ouvrir votre micro et poser votre question directement. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, vous entendez très bien. Alors moi, je commence une formation de DPO justement. Je ne suis pas encore, donc je n'ai pas pu mettre en pratique. Et effectivement, je vous rejoins. Dans ce que vous dites, il y a pas mal de techniques informatiques et je ne suis pas du tout formée à ça. Est-ce que vous avez des conseils pour appréhender tout ce qui est technique à ce niveau-là, des formations qui pourraient aider? Alors, en fait, vous allez trouver… déjà, il y a des guides sur le site de la CNIL, qui est une bible pour moi. Hein. Oui. Et ils ne m'ont pas payé pour le dire. Et vous allez trouver des guides sur justement la protection numérique des données.
qui va vous parler des techniques les plus classiques comme le chiffrement, les zones DNZ, enfin tout ce qui est backup, sauvegarde, etc. Vous allez trouver ça dans un guide. Donc vous tapez en fait guide de la protection, je pense que des données, et vous allez tomber dessus en mettant CNIL derrière. Et puis sinon, il y a le site de l'ANSSI qui vous permet aussi de vous former. Alors, de la même manière, il y avait un MOOC sur l'ANSSI, sur la protection des données, sur la sécurité, et aussi je le mettais à jour en même temps que celui de la CNIL. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont remis, je crois que oui. Et il y a une formation toute neuve sur cette partie-là. Et après, si vous voulez aller plus loin, il faut effectivement faire des formations telles que... bon, aller plus loin, c'est changer quasiment de métier, je dirais. Sinon, après, il faut faire des formations telles que RSSI, mais c'est un autre métier. Donc, je pense que ça suffit. Il ne faut pas aller trop... Il faut connaître la technique, il faut la comprendre. Mais on n'a pas besoin, pour être DPO, d'être un spécialiste IT. Ce n'est pas le but. D'accord. Et quand vous dites qu'il faut des prérequis pour votre formation, ça suffit aussi? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. Merci Yasmina, merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos... Moi, j'ai une question pour le mari. Ah, je me permets. Bien sûr, Corinne, bien sûr. Par rapport donc aux nouvelles bonnes pratiques que la CNIL a données pour les cookies, parce que tu travailles dans ce domaine-là, qui sont sorties, donc, qu'il fallait mettre en place en avril 2021. Comment tes clients ont pris cette mesure-là? Est-ce qu'ils ont pris ça à cœur? Parce que là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément d'entreprises qui ne le font pas sur leur site Internet, qui ne respectent rien. On sait qu'il y a Google Analytics qui a une grosse part de marché sur cette partie-là, et on voit par défaut que les cookies Google sont déjà en place pendant 2 ans. Bon, ce qui fait un peu de peine quand c'est 13 mois requis. Donc voilà, j'ai une question. Comment tes clients prennent ça, et est-ce qu'ils ont pris ça avec bonheur ou... Ouais, c'est intéressant. Je faisais justement un compte rendu aujourd'hui sur un peu le bilan de 2021 suite aux lignes directrices. Et il y a plusieurs cas. Il y a, de toute façon, comme on l'a un peu dit, tout dépend de la stratégie d'entreprise et la ligne directrice donnée par la direction sur ces sujets-là, la volonté de se mettre en conformité versus, il ne faut pas le nier, les risques et les impacts sur la partie métier, sur la partie collecte de données. Mais donc voilà, quand on respecte à la fois le RGPD et à la fois du coup plus cette problématique relative à e-privacy, qui est une directive encore implémentée dans la loi informatique et liberté dans l'article 82 et qui devrait arriver, on l'espère rapidement, à être un règlement européen aussi sur la lecture et l'écriture d'une information sur un terminal utilisateur par un cookie ou autre chose. Le fingerprinting, un pixel de tracking, tout ça c'est au même niveau. Et de manière générale, dans le marketing digital, on a absolument besoin du consentement, sauf quand il y a des exemptions dans e-privacy, quand c'est strictement nécessaire pour provisionner des serveurs pour la performance. Voilà, la CNIL a mis des guidelines. Donc il y a des gens qui... Il y a la technique du pas vu, pas pris, où on avance comme ça et on se dit que tant qu'on n'est pas pris, on capitalise et même si on est hors la loi, on avance comme ça. Et puis nous, il y a quand même une bonne partie du parc client qui a vraiment pris, nous on propose une solution d'exemption et puis en plus, s'il y a un consentement pour une finalité spécifique, on va pouvoir faire un peu les deux, avoir le strict minimum, le minimum syndical pour faire avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur le site d'un point de vue performance, et après, pouvoir faire du digital marketing classique quand il y a un consentement, mais seulement quand il y a un consentement. Mais il y a quand même, en tout cas chez nos clients, une volonté de... Et franchement, on a été surpris sur la rapidité et le nombre de clients qui se sont mis en conformité. Après, voilà, AT Internet a la part de marché qu'il a en France, et quand on va sur la majorité des plateformes, ça dépend aussi de certaines recommandations de certaines CMP, les Consent Management Platforms. Normalement, c'est le responsable de traitement qui doit configurer ces outils. Mais bon, normalement, on est capable de tout faire techniquement, et ceux qui le font soit sciemment, soit par manque d'information de leurs prestataires, parce qu'il y a des prestataires qui sont plus ou moins transparents sur ce qu'il faut faire, qui ne sont pas dans la légalité. Ça marche, merci. Merci à vous deux. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi
des participants? Est-ce que vous avez été exhaustif? Ah, on a une question de François. François, si vous voulez bien utiliser votre micro, si c'est possible. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Super. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, je suis François. Donc, j'ai suivi une formation, moi, à Lyon, formation professionnelle pour être DPO. Et il m'est arrivé un problème cette année. Donc, j'étais à la recherche d'un CDI ou d'une alternance. Et ça fait plusieurs mois que je cherche. Et toutes les entreprises que j'ai pu contacter, elles espèrent un DPO ou quelqu'un en data protection qui a de l'expérience professionnelle. Donc, ça arrive un peu avec votre diplôme. Donc, c'est une formation. Les entreprises, actuellement, elles recherchent des jeunes, mais qui ont de l'expérience professionnelle et qui n'ont pas forcément suivi une formation donc théorique. On voulait savoir ce que vous, du DPO, ce que vous en pensez. Comment on peut faire pour, En fait, c'est très classique. Là. La plupart des entreprises cherchent toujours la petite merveille, le diamant, le diamant brut. Et c'est difficile d'avoir beaucoup d'expérience en sachant que ce métier n'existe depuis, alors officiellement 2016, parce que le RGPD a été mis en vigueur en avril 2016, mais en application depuis seulement 2018, mai 2018. Souvenez-vous de la vague RGPD qu'on a subie dans nos mails. Et avoir de l'expérience en sachant que le métier donc se met en place depuis 2018, mai 2018, c'est-à-dire mi-2018, donc depuis maintenant 3 ans. Hein, C'est l'avocat du diable, il y avait les cils avant, hein, les correspondants oui, informatiques. Ils faisaient rien, les cils. Tu plaisantes ou quoi? Non, par rapport au DPO, hein. Ils avaient effectivement, ils devaient donner des documents à la CNIL, faire valider des documents à la CNIL. Il y avait beaucoup d'échanges avec la CNIL à l'époque, et c'était plus un métier documentaire qu'autre chose, si je peux me permettre. Si j'ai tort, dites-le moi. Mais donc l'expérience DPO, elle est difficile à avoir quand même. Donc je trouve qu'ils exagèrent et que en fait, nous, après notre cursus, comme il est sur 8 jours, justement, on a le temps de faire des ateliers, mais on ne peut pas appeler ça d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, elle se fera en entreprise et pas. On ne peut pas vendre de l'expérience avec un cursus métier, c'est pas possible. Par contre, on va vous mettre en position de réfléchir comme un vrai DPO, avec des vrais cas. Et des ateliers, etc. Et même en étudiant bien toutes les jurisprudences de la CNIL, et de l'Europe, etc. Mais j'avoue, et vous avez raison, François, c'est très compliqué. Donc, oui, Laurie vous souhaite bon courage dans le chat. Et moi aussi. Et moi aussi, du coup. Merci François. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une dernière question avant de clôturer ce webinaire? Une question? Pas de questions. Apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, vous avez été très complet dans votre présentation. En tout cas, si vous souhaitez, encore une fois, si vous avez d'autres questions à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous faire parvenir un petit mail pour que nos spécialistes puissent vous répondre. Et puis, on reste, bien sûr, toute l'équipe Le Pont reste à votre disposition voilà, pour répondre à vos interrogations sur ce parcours et plus largement sur le métier de DPO. Voilà. Il me reste maintenant qu'à remercier nos deux intervenants pour leur participation, à remercier l'ensemble des participants pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.